Bonjour YouTube et bienvenue dans la suite des questions d'actualité au gouvernement du 22 octobre 2025. Nous sommes cette fois côté Sénat, au Palais du Luxembourg. C'est la rentrée des QAG au Sénat, donc les sénateurs et sénatrices doivent être bien remontés de poser leurs questions. Voilà, ça y est, nous avons les images. Je vous laisse admirer aussi un petit peu le fruit de mon travail, notamment cette pendule, cette nouvelle pendule que j'ai bricolée pour mesurer le temps de parole du Sénat et du gouvernement, puisque le Sénat le fait pas, donc moi je le fais. Et donc on est parti. Ça m'avait manqué, hein. 3 mois sans QAG au Sénat, je peux vous dire que ça a été long. Hein. Ouais, non, on a eu un petit problème tout à l'heure. J'avais laissé la séance à l'Assemblée nationale, donc on entendait Yael et je me disais, ah ça y est, ça reprend. Bah en fait non. Hop, voilà, donc on a 16 questions qui sont prévues aujourd'hui. On va commencer avec deux présidents de groupe, que sont Maryse Carrère pour le groupe RDSE et Patrick Caner pour le groupe socialiste. Donc c'est-à-dire que les deux premières réponses, ça va être Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre qui va répondre. Sans limite de temps de parole, ça tombe bien, ça me fera moins de boulot. Et la séance est ouverte. De vous lever. Ah, une intervention officielle. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi de faire mémoire dans cet hémicycle à cet instant de 4 collègues qui nous ont quittés. Alain Anziani, socialiste de la première heure, avocat de formation, il fut une figure incontournable de la vie politique girondine. Conseiller régional d'Aquitaine, de 1992 à 2010, il devint maire de Mérignac. En 2014, avant d'être élu président de Bordeaux Métropole. Il y a 4 sénateurs qui sont morts. Sénateur de 2008 à 2017, il siégea bien sûr au sein du groupe socialiste. Il fut membre de la commission des lois dont il devint vice-président. Son rapport, notamment sur les conséquences de la tempête Xynthia en 2010, marqua notre Assemblée. Il devint questeur du Sénat de 2011 à 2014. Homme de conviction, cet infatigable travailleur aura incarné jusqu'au bout un sens de l'engagement empreint à la fois de lucidité et de courage. Jean Boyer, agriculteur, s'engagea très vite en politique dans son département, dont il deviendra une figure emblématique. Mais quand il n'y a pas de suppléant, oui, on réorganise des sénatoriales partielles. Canton de Saint-Paulien, dont il deviendra au Conseil général vice-président en 1985. Ah oui, c'est vrai. Élu sénateur en 2001, il siégea au groupe de l'Union centriste, dont il devint vice-président. Il fut un membre éminent de la Commission des affaires économiques, où il put mettre pleinement à profit ses compétences, notamment dans le domaine agricole. Puis il fut membre de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication en 2011. Durant ces 2 mandats, Jean Boyer Alors, au moment des élections, oui, mais ils peuvent avoir démissionné entre-temps. Ils peuvent avoir quitté leur rôle de suppléant entre-temps. Et donc, des fois, il n'y a pas de suppléant disponible. Roland Courteau a marqué son département de l'Aude en devenant à 37 ans l'un des plus jeunes sénateurs. Au Sénat, il sera pendant près de 4 décennies l'un des membres les plus actifs de la Commission des affaires économiques, et je peux en attester, et l'un des porte-parole du groupe socialiste en son sein. Ah ouais ? Il fut à l'origine de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de 2012 jusqu'à la fin de son mandat, Roland Courteau s'est passionnément investi dans les questions de transition énergétique et de protection de l'environnement. Enfin, je n'oublie pas son combat pour l'agriculture et singulièrement la viticulture audoise. Oui, Ambroise Dupont. Ambroise Dupont, fervent ambassadeur du Pays d'Auge et de ses produits, c'est chez moi le Pays d'Auge. Des chevaux, il fut un ardent défenseur de la ruralité, du monde agricole. Maire de Victo-Ponfol et conseiller général du canton de Cambremer pendant près de 40 ans, il s'était notamment impliqué à défendre avec succès l'obtention du label AOC Cidre du Pays d'Auge. Sénateur jusqu'en 2014,
depuis 1989, membre des groupes des Républicains indépendants, puis de l'Union pour un mouvement populaire. Il siégea à la Commission des affaires culturelles, dont il devint vice-président. Grand serviteur du Calvados, dans les deux sens. Oh putain, on est vraiment au Sénat, quoi. Voilà. Et son dévouement à la chose publique. Il est orné à la base, hein, Gérard Larcher, donc voilà. Calva, Cidre, on connaît tout ça. Mon collègue Gilbert Boucher, vendredi atteint. Est-ce qu'il y en a 4? Alors, au nom du Sénat tout entier, je voulais redire aux familles de nos collègues disparus les 4 éloges funèbres de nos pensées, de notre souvenir. En leur mémoire, je vous propose d'observer un bref moment de recueillement. Voilà, donc le Sénat qui rend hommage à 4 sénateurs qui ont perdu la vie, donc voilà. Alors que leur mandat... Alors si j'ai bien compris, il y en a plusieurs dont le mandat était quand même terminé, mais ça n'empêche pas qu'il y a un hommage qui est rendu. Voilà. Et donc voilà, après cet hommage, c'est marrant parce qu'au Sénat, c'est jamais une minute de silence. C'est toujours une dizaine de secondes. Et donc on va pouvoir ouvrir les questions au gouvernement. 16 questions prévues. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil. Abonnez-vous. Chacun de vous, mes chers collègues, a observé au cours de nos échanges l'une de nos valeurs essentielles, le respect. Oui, toutes les séances du Sénat sont publiques, comme à l'Assemblée nationale. Et aussi concrètement, le respect du temps de parole. Ah oui, Gérard, hein, la parole le respect du temps de parole. Madame la présidente Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates et donc présidente du groupe. Merci, Monsieur le Président. Tac. Vous dire aussi que le groupe RDS mes chronos fonctionnent aussi à l'hommage que vous venez de rendre. C'est moi qui mesure le temps de parole. Disparu le Sénat le fait ces pas. Derniers mois. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 180 jours sans gouvernement dans l'année. Le Parlement a tout juste repris les travaux législatifs, mais pour combien de temps? La situation reste fragile. Dans ce brouillard, une certitude. S'il y a échec, la responsabilité sera une nouvelle fois collective dans l'esprit de nos concitoyens. Car les Français souffrent d'être privés d'un cap clair. Tenir jusqu'en 2027, comme on l'entend de ceux qui sont obnubilés par l'élection présidentielle, ce n'est pas un projet pour la France. Je trouve ça drôle que ce soit les sociodémocrates qui parlent de cap clair. Ils encore toujours plus, et les acteurs économiques investiront moins. Oui. Sans une politique de oui, c'est pour ça que c'est drôle. Cohérente, les marchés nous épingleront et notre économie stagnera. Le budget est la première urgence. Maîtriser les finances publiques de l'État avec un objectif central de justice fiscale, c'est une nécessité pour mon groupe. Quant à la réforme des retraites, désormais au cœur du deal budgétaire, une seule question. Qui décide ? La Constitution est claire, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Alors, suspension ou décalage ? Après l'étape budgétaire, quid du jour d'après ? 80% des Français attendent des textes sur l'accompagnement de la fin de vie. Quel sera le calendrier ? La crise du logement gagne du terrain. À quand une véritable politique de planification plutôt que le saupoudrage ? Souveraineté industrielle et alimentaire. Là aussi, les politiques de soutien doivent être interrogées pour être mieux ciblées et planifiées pour que nos entreprises et nos exploitants agricoles survivent sous un horizon clair. Enfin, les collectivités locales ont besoin, elles aussi, d'un cap. Et est-ce le bon moment pour un nouveau chapitre de décentralisation ? Interrogés, les élus locaux prononcent les mots stabilité, visibilité, souplesse et pause institutionnelle. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, préciser vos projets sur les relations entre l'État et nos communes, intercommunalités, départements et régions ? Je vous remercie. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude du Sénat, la gestion du temps de parole, elle est un petit peu Merci, Monsieur le Président du Sénat. Donc je mesure le temps de parole du Premier ministre, mais il n'a pas de limite. Au mot d'hommage que vous avez vu pour les différentes figures parlementaires qui ont siégé ici et qui ont servi non seulement la République, mais aussi leur territoire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sur l'urgence de se mettre au travail, je pense, et on l'a entendu la semaine dernière dans les différents débats qui ont suivi la déclaration de politique générale, c'est quelque chose qui est partagé
sur l'ensemble de ces bancs, ça a été dit avec la plus grande des clartés. Au fond, votre question m'invite à préciser un tout petit peu l'agenda de travail, pas en celui France. du gouvernement avec la Haute Assemblée, dans le respect du bicamérisme, mais aussi avec les particularités que le Sénat peut apporter, notamment, j'y reviendrai dans un instant, sur la question de la décentralisation. L'urgence qui va s'imposer, évidemment, pour tout le monde, c'est la question budgétaire, avec d'ailleurs de grands défis qui sont derrière, le rétablissement de nos finances publiques. Et on devrait s'en inspirer en France. Les questions de retraite n'écarteront pas les débats sur notre démographie. Et donc évidemment la question aussi du partage non seulement des efforts, le partage aussi du travail dans la société, et qu'au fond, cette suspension, puisqu'il s'agit d'une suspension, elle n'a de sens aussi que si ces questions sont posées. Et on ne pourra pas les balayer d'un revers de main, et seul le débat parlementaire, me semble-t-il, avec le respect de la démocratie sociale, permettra d'avancer. La question de la fiscalité, la question des mesures d'économie, et puis pardon, parce que parfois ce mot a un peu disparu du débat public, emploi, croissance, qui sont évidemment les seuls sujets qui permettront aussi de se parler de la répartition de l'effort et évidemment des cibles de réduction des déficits. Autant de choses que vous connaissez tous, mais enfin sur lesquelles il me semble aussi important de revenir. Deuxième question sur laquelle vous me saisissez, la fin de vie. C'est un projet de loi qui a démarré déjà il y a de nombreux mois avec une navette parlementaire qui est en cours. Nombreuses années, on pourrait dire, la fin de vie. J'ai travaillé dessus. Mon engagement est connu sur ce texte. Littéralement, j'ai écrit un amendement pour cette loi. Conférence des présidents, c'est un texte dont le débat doit avoir lieu avant la dissolution. Je souhaite néanmoins, je ne l'ai jamais précisé publiquement, signifier que l'ensemble des membres du gouvernement bénéficieront d'une liberté de ton, d'une liberté de prise de position et d'une liberté de parole totale sur un texte qui touche à l'intime, qui touche à des questions qui sont parfois délicates et qui peuvent renvoyer à nos vies. Et donc là aussi, dans la manière dont le gouvernement va interagir avec les différentes forces politiques au Parlement, je tenais à rappeler cette liberté qui est au fond quelque chose à la fois de moderne et au fond quelque chose que l'on pouvait connaître jadis dans la vie gouvernementale en respectant la conscience de chacun. Décentralisation. Le préalable, ce sont les travaux que vous avez largement alimentés ces derniers jours autour de la ministre Françoise Gatel sur le statut de l'élu, parce que parler de transfert de compétences nouveaux, de responsabilités nouvelles à nos collègues élus locaux sans avoir pris le temps, à quelques mois des élections municipales... Par contre, Sébastien, c'est bien de ne pas refaire ton discours de politique générale. La question des faut être concis. Conditions d'engagement de celles et ceux qui servent la République au quotidien, évidemment, c'était du bon sens. Le débat n'est pas terminé. Il faut évidemment que la navette se poursuive, si possible en respectant un horizon qui pourrait ressembler au Congrès des maires. Mais enfin, si l'Assemblée nationale en décide autrement, nous nous plierons évidemment à la règle, avec des avancées. J'ai été ministre en charge des collectivités locales depuis le temps que nous parlons de questions de retraite, de questions de protection que je connais juridique. Que trop bien. C'est un texte qui commence tout de même à épouser beaucoup de travaux que le Sénat a pu commettre ces dernières années sur tous les bancs, et je pense que pour le coup il ne faut pas rater cette étape. Derrière se posera la question non seulement de la décentralisation, même la présidente, mais de la réforme de l'État, et je l'ai indiqué au président du Sénat dans les on parle beaucoup des territoires au Sénat, puisque c'est la chambre des territoires. Que le texte en Conseil des ministres devait être présenté pour moi au mois de décembre. Le Sénat, évidemment, constitutionnellement, en sera saisi en premier, mais je pense que justement, il faut qu'on travaille un tout petit peu différemment et qu'on soit capable d'alimenter l'avant-projet bien avant le Conseil des ministres pour avoir aussi une réflexion qui soit la plus aboutie possible, que la discussion puisse nous emmener jusqu'au début de la campagne des municipales ou au lendemain de la campagne municipale, tout le monde peut le comprendre, mais enfin après, il y aura des élections sénatoriales, d'autres échéances interviendront dans le pays, et donc on le voit bien, le moment au fond un peu historique pour faire cette réforme de l'État et ce mouvement de décentralisation, au fond, il est maintenant, et c'est pour cela que je ne le ferai pas à marche forcée, mais je le ferai néanmoins à bonne marche, parce que je connais aussi notre vie institutionnelle et politique. Si nous ne le faisons pas, ça sera renvoyé à plus tard, et ça sera évidemment... C'est toujours un peu le joker, réformer l'État, voilà, parce que tu fous un peu tout ce que tu veux dedans, tu mets ce qui t'arrange, mais tu précises pas. Liées à la Nouvelle-Calédonie, dont j'entends dire, non pas au Sénat, mais dans une autre... Il n'y a pas de motion de rejet à l'Assemblée nationale. C'est curieux que le Parlement s'en mêle. Alors, pour quiconque connaissant le processus institutionnel calédonien, le peuple français s'en est toujours mêlé, soit par référendum, soit par ses représentants. Il est vrai que jadis, lorsqu'il y avait un accord local, il était en général versé dans le bicamérisme et dans la navette, voire pour une révision constitutionnelle, ce qui d'ailleurs n'avait pas empêché, pendant la révision dans les années 2000, d'avoir des voix dissonantes, parce qu'il n'y a pas de mandat impératif, mais enfin il est clair que la vie parlementaire doit s'emparer de cette question avec la complexité que nous connaissons de la Nouvelle-Calédonie et le projet de loi sur la vie chère en Outre-mer, dont j'insiste lourdement sur le fait qu'il est largement attendu sur l'ensemble des territoires ultramarins, que les questions institutionnelles sont importantes,
mais que la question économique et sociale en Outre-mer est un préalable à beaucoup de discussions. Voilà, Madame la Présidente, quelques éléments de précision sur... Ah si, il y a une motion de rejet préalable, juste après Philippe Gosselin. Pour les semaines et les mois qui viendront. Vincent Corre, pour EPR. La parole est au président Caner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Ah bah j'ai atteint les 5 minutes de... Ok. Allez, Patrick Caner pour les socialistes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous nageons en pleine confusion. Une confusion liée aux agendas personnels, aux règlements de compte, alors que notre pays a besoin de clarté. Je pense à la droite du socle qui n'a plus rien de commun, à ceux qui prennent à témoin les Français de leur guerre des chefs, à ceux qui, pour montrer les muscles dans ce mano à mano de faible envergure, font passer les questions partisanes avant le pays. Parle pas trop, Patrick. Parle pas trop. La République qui fait perdurer l'illusion qu'il est au centre du jeu. Et moi, je parle des socialistes qui n'ont pas voulu censurer. Présidentielle prononcée à Paris ou ailleurs, car chaque jour, elle s'éloigne un peu plus des besoins des Français. Là est le décalage. C'est quand même dingue, hein, parce que ça, c'est un discours de quelqu'un qui censure un Premier ministre. 3,5 millions de nos concitoyens ne paieront pas un nouvel impôt sur la vie. Grâce à notre détermination, nous avons arraché la lettre rectificative au PLFSS, vous permettant de tenir votre engagement. C'était nécessaire. Cela a fixé notre choix de non-censure, pour cette fois. Mais nous sommes et resterons dans l'opposition, et si vos budgets pénalisent les plus modestes, nous n'aurons pas la main qui tremble, nous agirons. Car oui, notre inquiétude est toujours là, particulièrement pour ces 10 millions de Français plongés dans la pauvreté, pour ces 5 millions de travailleurs au SMIC pour qui chaque jour est un combat, pour ces jeunes qui s'apprêtent à être encore les sacrifiés des politiques publiques dans vos arbitrages. Pour tout cela, votre Je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Hein. Tout cela s'alarme notamment de votre projet d'année blanche. Puis au Sénat, ils sont contre la censure, pour le coup. Ils sont tous contre la censure, les socialistes du Sénat. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a 80 ans, avec courage et audace, on a créé la protection sociale la plus belle, celle de la sécurité sociale. Alors oui, Monsieur le Premier ministre, il faut épargner les Français qui n'ont aucune responsabilité dans le cataclysme dont vous êtes comptable. En avez-vous conscience, vraiment ? Ok, voilà la question. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Ça va leur faire bizarre quand les sénateurs et les filles vont être... Ah oui, oui. Ah, ça va changer. Hein. Les sénateurs. Au fond, vous posez la question de la juste répartition de l'effort dans le redressement de nos finances publiques. Au fond, vous posez ça va mettre beaucoup d'ambiance. Parce qu'en face, il y aura du RN aussi. Hein, donc, il y en a déjà, mais il y en aura plus. Modèle de protection sociale. Puis je le disais à l'instant, parce que je n'y renonce pas, au fond, se pose la question de comment on continue de créer de la croissance et de l'emploi. Et je pense que c'est le débat qui doit justement irriguer l'ensemble de nos discussions, parce qu'on ne peut pas parler des retraites si on ne parle pas du travail. On ne peut pas parler des retraites si on ne parle pas de démographie. Et c'est vrai que j'ai pris cet engagement devant vous, c'est que le débat ait enfin lieu, et qu'il ne soit pas confisqué, et qu'il ait bien lieu dans l'enceinte même dans laquelle la démocratie représentative doit s'exprimer, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Lol. Si je reprends les éléments plus précis... Après l'avoir brutalisé pendant des années. Au fond, parce qu'évidemment personne n'en parle, mais je ne vous en fais pas le grief, il y a déjà des mesures de protection pour les plus fragiles dans le projet de loi de finances dont il appartiendra... Ah oui, non, c'est vrai qu'ils étaient 8 à censurer, oui. Doublement de la niche Coluche, par exemple, qui est une demande ancienne des associations, des sommes qui sont évidemment débloquées, parfois d'ailleurs à l'initiative des parlementaires de cette maison, sur l'aide sociale à l'enfance, sur l'hébergement d'urgence. Je le dis là parce que parfois dans une navette, il peut y avoir des effets de bord, y compris sur des mesures qui sont consensuelles peut-être dans cette Assemblée, mais qui peuvent l'être beaucoup moins dans une autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des débats sur lesquels, au fond, on peut tous converger sur les grands objectifs. La question, c'est comment y arriver. Je crois que vous souhaitez un débat sur la fiscalité. En tout cas, j'ai cru comprendre depuis 3 mois dans la presse qu'il y avait une demande forte d'avoir un débat sur la fiscalité. 7, finalement ? Objectivement, avoir un débat sur la justice fiscale pour les 0,01% de nos compatriotes les plus riches, en se posant la question pourquoi cette progressivité de l'impôt peut s'amenuire sur la dernière ligne droite, c'est un débat qu'il ne faut pas refuser d'un revers de main, je vous l'ai toujours dit. Mais en même temps, vous savez aussi que si on va trop loin sur les prélèvements obligatoires dans un pays dans lequel la pression fiscale est déjà très forte, on reviendra sur la question non seulement de l'attractivité, mais la question de la production de la richesse ou de l'emploi. Ce qui explique ce pourquoi je vous ai toujours dit en grande transparence que non seulement j'étais opposé à la taxe Zuckman, mais aussi je suis opposé à toute forme d'insécurisation du patrimoine professionnel, c'est-à-dire ce qui touche à l'usine, à l'outil de production, à l'innovation, dans une économie qui est ouverte. C'est un débat qui est noble, il faut qu'il ait lieu, et l'absence de 49 alinéa 3 permettra aussi d'aller jusqu'au bout, quoi que l'on en pense. De toute façon, il ne s'applique pas au Sénat.
Il permettra d'aller jusqu'au bout, Madame la Présidente Cukierman. Je vous le dis qu'il permettra d'aller jusqu'au bout. Ensuite, il y a Cécile vous avez des Cukierman questions qui liées s'est au pouvoir excitée. d'achat des travailleurs et des travailleuses, dont on le voit bien. La suspension permet à la démocratie sociale de Voilà, redémarrer. c'est elle, Cécile Cukierman, Et la d'ailleurs, présidente c'est du quelque groupe chose qui peut être défendu communiste. sur l'ensemble de ces bancs, toujours une droite sociale qui a toujours accompagné le paritarisme et qui a toujours accompagné, en tout cas, je crois en faire partie, qui a toujours accompagné ce dialogue justement. C'est une main après quelques entre le radiations. patron et le salariat, et pour cause. L'entreprise n'est pas que l'affaire du patron. Et ben, je l'ai redit à la CFDT, à la CFTC, enfin je ne vais pas tous les citer. Ce moment dans lequel nous nous trouvons, plutôt que de le laisser à certains extrêmes, c'est le moment de reparler de la question du partage de la valeur dans l'entreprise. Débat que le Parlement pourrait épouser aussi. Et vous avez parlé de la parole présidentielle. Au fond, ce qui m'étonne, c'est que le mot référendum a été lâché par le président de la République, c'est sa prérogative. Et ça pose la question aussi de comment le peuple français... Comment il dit ça? Genre lâché, genre j'étais pas au courant, il m'a mis ça sur la table. Ensuite, vous avez des débats qui peuvent être plus durs entre les formations politiques, mais qui méritent enfin d'être menés. Je pense au forfait de responsabilisation pour l'accès aux soins. Bon, objectivement, le vrai débat, c'est qui doit en être protégé. Le principe même d'une contribution est quelque chose qui peut être plus consensuel. On ne peut pas parler de justice fiscale d'un côté et dire bah non, les gens les plus riches ne vont pas participer à l'achat de leur boîte de médicaments. Quelque chose de contradictoire avec le débat sur la justice fiscale. En tout cas, je le pose là. Aujourd'hui, donc c'est pour ça on va faire hacker tout le monde. 18 millions de Français qui sont protégés de ce forfait de responsabilité. Les mineurs, les femmes enceintes, et puis l'ensemble de nos compatriotes qui sont à la C2S, c'est-à-dire sous un seuil de pauvreté. Je l'ouvre le débat devant vous, Monsieur le Président. Plutôt que de dire on ne veut pas du tout entendre parler du forfait de responsabilité, avoir le débat sur qui est protégé, qui est exempté de ce forfait de responsabilité, c'est déjà un débat qui est d'une autre nature. Et ça peut poser la question du relèvement du seuil de pauvreté, par exemple, pour le faire. En tout cas, je pense que ces débats sont importants, peu importe les querelles. Et oui, à chaque fois qu'on crée des conditions particulières, ouais, ça... introductif, j'entends ce que le gouvernement... Ça crée des jalousies. Impossible. C'est pas un gouvernement apolitique, mais par définition, c'est un gouvernement qui doit se tenir à la disposition du Parlement pour mener ces débats. Et puis un sacré bordel, hein, parce qu'ils ont travaillé en sécurité sociale, des conditions spécifiques. Oh là là. Vous avez 5 secondes, hein, même ouais. avec de la TVA. 5 secondes. Voilà. C'est quoi cette blague, Gérard? 5 secondes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Justice sociale, justice fiscale, justice écologique, je n'oublie pas. Vous y consentez sur les principes. Bien sûr, nous jugerons sur votre capacité à agir dans les semaines et mois qui viennent. Merci à vous. Donc c'était 5 secondes avec de la TVA. Est à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Galaki. Et voilà, on parlait du groupe communiste. Et ben voilà, Pascal Savoldelli. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, en toute cohérence, notre groupe a soutenu la censure du gouvernement. Alors vos projets budgétaires, minoritaires dans le pays, disqualifiés pour unir les Français, cacophonique sur la réforme des retraites. Allez, dont acte. Votre refrain, nous proposons, Fabien Guay, vous Céline débattez, Cukierman, ouais. vous votez. Mais la représentation nationale sera-t-elle vraiment souveraine? L'abandon du 49.3 ne le garantit pas. Et votre volonté d'un débat, je cite, utile et constructif, n'est-elle donc pas un affichage? 2 questions. Vous engagez-vous à déplafonner les autorisations de crédit? En clair, augmenter les recettes en taxant les plus riches et accorder les moyens aux services publics. Vous engagez-vous à renoncer aux ordonnances? Un dispositif légal, mais en fait un super 49.3 illégitime démocratiquement. Très intéressant la question. Vous engagez-vous à renoncer à la commission mixte paritaire? Une instance, elle aussi légale, mais non publique, non filmée. Et à cette à huis clos, la CMP, mixte paritaire, évidemment que mes camarades de droite hurlent parce que la droite et la Macronie y sont surreprésentés. Bonjour Frosine, et ça, on est au Sénat. La défiance des autres parlementaires et la défiance des Français. Donc attention, s'ils ne sont pas suffisants, oui, ne soit ils pas rejoindront... Tout ça pourquoi? Ils rejoindront un autre groupe. Pouvoir solitaire, Monsieur le Premier ministre. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Action et des Comptes publics, Madame de Montchalin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Voilà, et donc 2 minutes, Amélie. Hein. Dans le débat budgétaire, nous connaissons les règles.
nous connaissons les procédures, et je pense que ce que nous attendons tous collectivement désormais, c'est d'étudier des amendements. Le gouvernement, par définition, donnera au banc des éclairages, des faits, éclairera les conséquences de telle ou telle mesure si elle venait à être votée par la majorité, au Sénat, à l'Assemblée évidemment. On pourra suivre ça notamment vendredi. Notre collectif aujourd'hui n'est pas de se dire ce qu'il se passerait si nous ne réussissions pas à créer le compromis, mais bien de le bâtir. Le pouvoir politique aujourd'hui, il est partagé à deux titres. Il est partagé par... Ça représente en fait les pas les majorités, mais les équilibres de l'Assemblée nationale et du Sénat, en fait. Qu'importe qui tu nommes, il y a forcément en fait un tel nombre de postes répartis pour refléter la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais de fait, en CMP, avec la composition des instances, il y a 8 sièges pour la droite et 6 pour la gauche. Donc toujours en CMP, la gauche est minoritaire. Ce sont les entreprises. Ce sont ceux qui veulent savoir ce qu'il va se passer dans leur vie quotidienne le 1er janvier. Et donc, les questions d'ordre constitutionnel, je dois vous dire que je ne suis pas président du Conseil constitutionnel et que nous n'avons pas, avec ce gouvernement, prévu de réécrire la Constitution. Donc nous allons nous en tenir aux règles que nous connaissons et je crois chercher à œuvrer avec vous, à donner ce que les Français attendent de nous, des femmes et des hommes politiques qui se mettent d'accord à Paris, et des Français qui y voient clair sur ce qu'ils peuvent faire pour leur logement, leurs investissements, leur épargne, la vie de leurs enfants et au fond ce qui les concerne dans le pays. Elle dit vraiment que la politique, ça se fait qu'à Paris. Je crois que le Premier ministre a été extrêmement clair dans ses mots, tant à la présidente Carrère qu'au président Cader. C'est vraiment ce qu'elle a dit? C'est l'état d'esprit qui est le nôtre. Nous avons une forme d'humilité qui est la forme stricte de la réalité. Ah bah je m'y attendais pas à celle-là. La situation politique dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas de majorité absolue. Et il faut conclure, oui. A dit renoncer au 49-3. Monsieur Savoldelli. Ah bah dis donc, les macronistes sont humbles. Bah c'est nouveau ça. Ouais. La ministre n'a pas répondu. Oui, effectivement. Sans engagement, aucun engagement vient d'être pris là. Le gouvernement va garder, je vous le dis aussi, Monsieur le Président, tous les leviers pour mettre notre Parlement sous tutelle. Et je parle à tous mes collègues ici, de toute opinion politique. Bah oui. Alors vraiment, pour nous, c'est sûr, il n'y aura pas les 211 milliards d'aides publiques aux entreprises qui vont être débattues. Ça va être impossible de rendre crédible la fin de la réforme des retraites et ça va être impossible de rétablir la justice fiscale attendue par les Français. Mais vraiment, attention, on a des avis différents, on a des analyses différentes, mais pas de Parlement sous tutelle d'un mécanisme et une méthode budgétaire qui va nous priver, en fin de compte, de la conclusion de ce débat entre parlementaires, mais aussi avec le peuple de France. T'as un peu dépassé. La parole est au président Laurent Lafont pour le groupe de l'Union centriste. Union centriste, les députés, les sénateurs de François Bayrou. Monsieur le Président, Madame la Ministre, dimanche matin, des pièces d'une valeur inestimable ont été dérobées dans la galerie d'Apollo. J'ai appris que l'anagramme de Louvre, c'était voleur. Rocambolesque, a provoqué un profond émoi et suscite aussi de nombreuses interrogations sur le système de sécurité à l'intérieur du Louvre. La direction du Louvre affirme depuis dimanche, jusqu'à présent, que les protocoles ont été respectés et qu'il n'y a pas eu de défaillance. Mais dans ce cas, comment un vol de ce type peut-il s'expliquer? A-t-il seulement été anticipé dans les procédures de sécurité? Le matériel, notamment de vidéosurveillance, est-il suffisant? Les forces de sécurité présentes dans le Louvre sont-elles elles-mêmes en nombre suffisant? On le sait, le Louvre a vieilli, mal vieilli. Les insuffisances en matière de sécurité sont connues depuis de nombreuses années. Ah bah je savais pas qu'elle était prévue. Le rapport de la Cour des comptes, diffusé dans la presse partiellement, montre qu'elles ne sont pas résolues à ce jour. Un schéma directeur de sécurité a été élaboré en 2019. Le premier appel d'offres pour sa mise en œuvre vient seulement d'être lancé cette année. Pourquoi ces délais sont-ils si longs? Est-ce que des arbitrages en interne ont été rendus au détriment? Faut être plus offensif. Ah ben non, mais il est la Voici quelques majorité questions que nous poserons avec la commission culture dans quelques minutes à Laurence Descartes, présidente du musée du Louvre. Ah bah. J'ajoute que le vol du Louvre n'est malheureusement pas un fait isolé, puisque le Muséum d'histoire naturelle, le musée Jacques Chirac, on regardera des extraits, Boucher à Limoges, ont fait l'objet également ces dernières semaines de vols organisés. La réflexion à mener est donc plus large que le seul musée du Louvre. Madame la ministre, au regard de ces événements, j'ai deux questions à vous poser.
Vous avez diligenté une enquête administrative alors qu'il n'y a eu aucune défaillance. Vous me faites rire. Avez-vous un doute sur les procédures mises en œuvre, Dans le micro. les systèmes de Dans le micro. sécurité appliqués? Après l'incendie de Notre-Dame, le gouvernement a engagé un plan d'action sécurité cathédrale. Envisagez-vous de faire de même pour l'ensemble des musées et y Faut consacrer conclure. dès 2026 des moyens budgétaires? N'oubliez pas que vous avez les mots de Gérard Larcher pour rappeler que les répondre, la sénateurs parole ont est à épuisé la leur temps de parole. Ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Allez, on admire Rachida Dati qui va traiter tout le monde de, Merci, Monsieur le enfin, Président, de faire des mesdames et procès pour messieurs les diffamation. sénateurs, sénatrices, Monsieur le Président Lafont, je Moi m'associe aussi. à l'ensemble des propos que vous venez de tenir, et vous avez raison, les questions que vous posez et que vous soulevez méritent des réponses extrêmement précises. La sécurité, la sûreté de notre patrimoine sont une priorité. Vous l'avez rappelé, notamment avec les mesures que nous avons prises. Ah ouais, elle va en se faire faveur de défoncer, la Notre-Dame, présidente du notamment Louvre. sur les mesures de sécurité incendie. Clairement, on la Depuis pousse 2017, sous les vous roues, le quoi. savez, le budget du patrimoine a augmenté de plus de 27%. Dans cette augmentation, il y a une partie consacrée à la sécurité et la sûreté de l'ensemble de notre patrimoine, et les musées en font partie. Je voudrais d'ailleurs vous remercier, Monsieur le Président Lafont, remercier aussi les sénateurs, Sabine Drexler, mais également Didier Rambaud et Cédric Vial, qui m'avaient aussi soutenu dans le cadre de l'amendement gouvernemental, dans le cadre du budget 25, de près de 300 millions d'euros en faveur du patrimoine, et dont une partie... Elle était déjà ministre de la Culture. ...consacrée au schéma directeur... Ça fait de aussi sécurité et de longtemps sûreté qu'on la que supporte. Vous avez indiqué. Grâce à vous, cette priorité gouvernementale, évidemment, elle est soutenue et confortée. Mais je veux rappeler aussi quelques faits. Vous les avez rappelés. Est-ce que les dispositifs de sécurité... Jamais elle admettra que c'est sa faute. Comme je le dis depuis dimanche, ont fonctionné? Oui. Est-ce que les alarmes ont fonctionné? Oui. Quoi? Est-ce que dès l'effraction dans la fenêtre, et l'alarme a fonctionné? Oui. Est-ce que les vitrines, l'alarme des vitrines ont fonctionné? Oui. C'est une réalité. Est-ce que C'est marrant, c'est pas ce que j'entends, moi. Est-ce que les agents ont respecté le protocole de sécurité et de sûreté, notamment la mise à l'abri des visiteurs? Oui. Alors, est-ce que c'est un succès? Non, sinon les joyaux seraient encore là. C'est une réalité. Mais moi, je refuse, comme le font certains, la mise en cause des agents et des agents qui sont très engagés. Alors, elle est toujours LR. LR ne l'a pas bannie. Par contre, c'est Renaissance qui est en train de questionner son soutien pour les municipales de Paris. C'est pour cela, vous l'avez rappelé, que j'ai lancé une enquête administrative, la mission pour confier au député Pétrier-Létus, et vos auditions permettront d'améliorer les dispositifs qui sont effectivement à améliorer. Faut conclure. Et à renouveler. Allez, Rachida, tu chute. La parole est à notre collègue Guy Benaroche pour le Par contre, groupe c'est fou. Écologie, Solidarité et Territoire. Les écologistes. C'est fou parce que moi, on me disait que les alarmes n'avaient pas fonctionné et tout. Et là, elle est en train de nous dire Monsieur tout le a garde des fonctionné. Sceaux, je vais parler d'un ancien président de la République française condamné par une justice indépendante. Ah, Nicolas Sarkozy. Alors que partout dans le monde, les institutions démocratiques, la règle de droit sont Vous avez une émote pour ça. Nous devrions Vous avez nous l'émote réjouir Larcher. que notre justice puisse travailler de manière sereine et indépendante, y compris quand il s'agit de juger des affaires complexes, des faits d'une extrême gravité, impliquant des personnalités ayant exercé de hautes fonctions, parfois la plus haute. Qu'un ancien président de la République soit mis en accusation pour de tels délits, c'est cela qui est alarmant pour notre République, pas que la justice fasse son œuvre. L'état de droit, l'indépendance de la justice sont les garants du respect Oui, c'est vrai de qu'il nos est toujours libertés ministre de la individuelles Justice. et Et ça ne va pas collectives. rentrer, un nouveau gouvernement. Alors je tiens à dire notre trouble, car les signaux envoyés vont à l'encontre de cette indépendance de la magistrature. Signaux tellement forts que le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Hetz, s'en est ému hier, comme beaucoup d'autres. Au-delà du président Macron, qui assure normal de recevoir l'ancien président de la République dans ce contexte, notre inquiétude porte aussi sur la confusion des genres de vos dernières déclarations. Vous rendez-vous compte, monsieur le garde des Sceaux, que ces positions risquent de mettre à mal la justice et remettre en cause la séparation des pouvoirs? L'actualité politique, Pour vous à répondre, la peu parole près un an, vu que je est me au suis garde lancé des il y a un Sceaux, an. ministre de la Justice, monsieur Gérald Et les Darmanin. questions d'actualité au gouvernement, ça va faire Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs pratiquement les un an. sénateurs. Pas encore un an, Monsieur mais le bientôt. sénateur, permettez-moi, puisque vous parlez de principe, de rappeler que tant qu'une personne n'est pas définitivement condamnée, elle est présumée innocente. Et pourtant,
Voilà. Notez bien ce qu'il vient de dire parce que dans 2 minutes, vous pourrez mettre ça à la poubelle. Ça vaut pour Nicolas Sarkozy comme pour n'importe quel autre citoyen. Deuxièmement, permettez-moi de vous lire la loi, monsieur le sénateur, et notamment l'article 111.1 du Code pénitentiaire. Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du ministre de la Justice et pas personne d'autre. Alors y a-t-il confusion ? Y a-t-il attaque à la séparation des pouvoirs lorsque l'exécutif ou le législatif, monsieur le sénateur Benarroche, va visiter des détenus en prison pour s'assurer de leurs conditions de détention? Sans doute non. Par hasard, Madame Soris et vous-même, Non, en à une semaine peine. d'intervalle, ont visité le quartier d'isolement et le quartier VIP de la santé la semaine dernière. Oh, ça tombe bien, hein. Le premier, vous-même, Ah avec là là. RTL, on a pu même entendre le 14 octobre le reportage de vous-même visitant les cellules où irait le président Sarkozy. J'ai peur d'un peu de voyeurisme carcéral de votre part. Et le deuxième, Madame Soris, avec les journalistes. Et c'est lui qui dit ça. d'AFP Ah non, mais- France Info. À l'époque, vous ne pensiez pas qu'il n'irait pas au quartier dit VIP, qui est le quartier des vulnérables. Et c'est vrai que discuter avec des détenus, parfois définitivement condamnés, peut poser des questions, mais c'est votre droit le plus strict. Vous-même, vous avez visité à plusieurs reprises M. Waïd Benfiza, évasion en bande organisée, association de malfaiteurs, condamné pour 29 ans de prison. Oh là là. Ou monsieur Mais il est en train de nous énerver le Sénat, hein. Incarcéré depuis 2020 pour détention d'armes, plusieurs peines, séquestration, enlèvement pour 17 ans de prison. J'ai peur, monsieur le sénateur, que vous nous confondiez. Monsieur le sénateur, j'ai peur que vous nous confondiez justice et vengeance politique. Merci. Oh, mais Gérald Darmanin, quoi, il manque pas de toupet, hein. Oh là là là. C'est parce qu'il est plus candidat au municipal, il a les dents, Gérald? Comme d'habitude, monsieur le garde des Sceaux, vous Comme ne répondez pas aux d'habitude. questions, mais vous inventez une histoire. Bah oui, Vous inventez une histoire pour y répondre. bah oui. La Déclaration des droits de C'est l'homme quoi ce clin d'œil, là de 1789, à valeur constitutionnelle, consacre la nécessité d'une séparation des pouvoirs. Personne ici ne cherche à entraver vos liens personnels avec un détenu, ni à ne pas vouloir la plus grande Bah si, sécurité Gérald, pour hein. l'ensemble des détenus. Bah C'est si, mon rôle Moussa. quand je vais visiter les prisons. Nous avons appris que ce matin, le ministre de l'Intérieur assure avec des mesures exceptionnelles la sécurité de l'ancien chef de l'État. On en parlait Monsieur tout le à l'heure, ministre, ouais. Reste, monsieur le garde des Sceaux, la confusion des genres de vos annonces. Notre inquiétude reste grande et partagée par beaucoup de syndicats et beaucoup du monde. C'est vous qui avez ramé, monsieur le ministre, c'est pas moi. Je suis désolé. Nous vous appelons à faire en sorte. Conclure. Ouais, faut conclure. Je vais conclure dès que je pourrai. hein. Oui, oui. Vous pas concluez. Allez-y. Bah dis donc, la vache, mais même Gérard Larcher, il est en colère. La parole est au rapporteur général Jean-François Husson pour le groupe D'accord. républicain. Et donc, va te faire... D'accord. Oh là là là, mais ça y est, mais ils nous ont énervé le Sénat, là. Oh là là. Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale a été marquée par ce slogan. Merci Groaou présenté pour comme politique. l'abonnement. Le gouvernement. Alors c'est bizarre, on l'a pas proposera, entendu. nous débattrons Ah, bah voilà. et vous voterez. Je vous rassure, Ah, c'est un le Sénat prime, n'a c'est pas pour ça. attendu ce slogan pour voter. En revanche, pour débattre avec le gouvernement, il nous faudrait savoir ce qu'il propose. Et contrairement à ce que vous affirmez, le gouvernement ne propose rien de bien clair, en particulier dans les T'arrives au moment où le Sénat est bien énervé. Proposez-vous, par exemple, un objectif de 4,7% de déficit ou de 5%? Proposez-vous la suspension, le report ou le décalage de la réforme des retraites? Proposez-vous la stabilité fiscale dans le PLF ou une flopée d'impôts nouveaux? Pouvez-vous clarifier la position du gouvernement? Ah oui, bon, au moins la question va à l'essentiel. La parole est à la ministre de l'Action et des Comptes Publics, Madame de Montchalin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur Ça général, s'enchaîne. vous savez que nous avons eu, il y a quelques mois, un exercice qui nous a permis déjà, je crois, de montrer que nous étions capables collectivement de débattre, mais surtout à vous de voter. Et je tiens ici à vraiment rappeler le rôle prépondérant qu'a eu le Sénat dans la construction de ce qui a été le budget de 2025, grâce notamment au compromis trouvé en début d'année. Qu'y a-t-il dans ce qui est un projet de budget? D'ailleurs, on parle bien de projet de loi de finances, on ne parle pas Projet. de budget. Le budget Pardon. sera celui du Parlement après les votes qui vont avoir lieu et je serai avec vous jour et nuit pour trouver ce compromis. Ce qui est
proposé dans le texte, c'est un déficit à 4,7% de déficit. Nous en avons parlé en commission des finances. Vous le savez, nos partenaires européens... Donc c'est le rapporteur général du budget, hein, Jean-François Husson. Vis-à-vis de nos ressources publiques, devons chercher à Pour le stabiliser Sénat. notre dette au plus tôt et donc atteindre 3% de déficit au maximum en 2029. Et pour ce faire, nous devons résolument être en dessous de 5% de déficit en 2026. Oui. La proposition C'est ça, du Max. gouvernement, c'est En gros, la Macronie a Sur la taillé dans les recettes Vous et n'a notez, pas compensé. C'est pour ça qu'on a autant de déficit. Tu diminues les recettes et tu changes rien aux dépenses pour te créer un problème et donc te positionner en tant que sauveur. Que ce que nous avions collectivement acté, comme les impôts que nous avions payés juste avant le Covid, année, je le rappelle, où la sécurité sociale était à l'équilibre et où le déficit était largement sous les 3%. Que proposons-nous ? Nous proposons au fond un choix qui est de financer ce qui est stratégique et de financer le quotidien. De financer 6,7 milliards de plus pour nos armées, 600 millions de plus pour le ministère de l'Intérieur, pour lutter contre le narcotrafic et la criminalité. Elle devait jarter en plus, Montchalin, 200 normalement. millions de plus Elle devait pour le jarter. ministère de la Justice Moi, ça et m'étonne les qu'elle soit actions toujours là. essentielles que mène le garde des Sceaux. Mais nous le faisons sans renoncer au quotidien, sans renoncer à mettre 5 milliards d'euros de plus dans la santé et l'autonomie, sans renoncer à investir pour la formation de nos enseignants, sans renoncer à investir pour que, notamment dans la formation de nos jeunes et dans l'apprentissage, ce reste une politique essentielle. Bref, ce choix, c'est à la fois le stratégique, et je pense aussi notamment à l'écologie, et c'est le quotidien des Français. Mais si nous restons là où nous sommes, si nous ne réduisons pas le déficit, alors nous ne ferons aucun des deux et nous manquerons à nos responsabilités. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lunettes pour regarder la fiscalité, Madame la Ministre, et pour moi, c'est toujours le grand flou. Hier, vous avez baissé le taux d'IS, mais le prochain budget propose une surtaxe d'IS. Hier, vous avez supprimé l'ISF, mais le prochain budget propose de créer une nouvelle taxe sur le patrimoine des holdings. Hier, vous avez créé le PFU, mais le prochain budget propose de proroger une contribution différentielle complexe visant à relever ce prélèvement. Hier, vous avez fait voter la suppression de la CVAE, puis décidé d'en étaler la fin, de la reporter ensuite pour désormais... Tout ça, c'est des mesures budgétaires. Hein. Je vous écrase pas avec les acronymes. Mesures, instabilité. C'est complexe. Qui a créé l'instabilité, si ce n'est le gouvernement et l'exécutif, par cette décision funeste, la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis cette dissolution, 163 ministres ont participé à 5 gouvernements, ce qui vous permet d'entrer dans le Guinness des records de notre République. Triste record. Alors, je vous ai dit, hein, c'est LR. C'est LR. C'est l'opposition au gouvernement. Comptez sur le Sénat et sa majorité, bien sûr, mais je l'espère au-delà, pour participer au redressement de la situation financière et budgétaire très dégradée de notre pays. Normalement, ils sont censés être amis. C'est la mission essentielle que le Sénat se donne pour la France et pour les Français. Merci. Mais j'ai envie de dire, quand on a des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. La parole est de notre collègue Frédéric Buval pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. RDPI, les macronistes. Merci, Monsieur le Président. Ils sont pas beaucoup, ils sont 11. Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question était pour la ministre des Outre-mer. Ah oui, c'est lui. Car les sujets qui concernent les Outre-mer sont urgents. En effet, la situation économique dans tous les territoires d'Outre-mer est explosive. Elle exige une vigilance accrue et un engagement total de l'État. Et le premier sujet de préoccupation est celui de la vie chère, sujet pour lequel je suis co-rapporteur avec ma collègue Micheline Jacques du projet de loi Lutte contre la vie chère dans les Outre-mer. Or, 1 an après la crise qui a secoué la Martinique, ce projet de loi est très attendu car nous souhaitons tous que les prix baissent durablement. C'est pourquoi, malgré les nombreuses avancées de ce texte en matière de transparence, des inquiétudes le retour de Naïma Mouchou à long terme pour le pouvoir d'achat et même pas. De ce que je vois, c'est Amélie de Montchalin qui va répondre. Le commerce de proximité. Aussi, ma question sera simple, Madame la Ministre. Compte tenu des risques potentiels pour les acteurs locaux les plus fragiles, comment le gouvernement entend-il, à long terme, lutter contre la vie chère, restaurer la confiance entre la population et les distributeurs? Ah bah oui, nous, elle est à l'Assemblée nationale, bah oui. Production locale. Enfin, en cette période d'arbitrage budgétaire, je souhaite également vous alerter sur le danger qu'il y aurait à fragiliser la LODEO. Non, puis c'est parce qu'elle est à l'Assemblée nationale avec la loi organique. 316 000 salariés et plus de 50 000 entreprises, principalement des PME. Je rappelle que ce dispositif n'est pas un privilège, mais un outil de survie économique pour nos territoires, confrontés à des surcoûts structurels majeurs que l'Hexagone ne connaît pas.
Or, imputer la LODEOM de moitié, c'est demander à nos PME des Outre-mer un effort 10 fois supérieur à celui exigé de l'Hexagone. Et pire encore, c'est renoncer à toute ambition d'un développement endogène et durable de nos Outre-mer. C'est pourquoi, Madame la Ministre, quelles garanties pouvez-vous donner sur la LODEOM afin de préserver l'emploi, la cohésion sociale et l'avenir économique de notre territoire ultramarin? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, Madame de Montchalin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je crois que vous avez utilisé le mot « urgence ». Urgence pour nos concitoyens ultramarins, urgence pour l'emploi, urgence pour la vie chère. Ces trois urgences, nous les partageons et je peux vous dire qu'avec l'ensemble de mes collègues au gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, nous en faisons aussi une urgence. Parce que la République est unie et nos politiques publiques doivent fonctionner partout. Quelles garanties donnons-nous sur les enjeux économiques et le soutien aux entrepreneurs? Et vous avez cité notamment les mécanismes LODEOM. La garantie, au fond, je le redis, c'est que vous avez, par vos votes, le pouvoir de décider ce que nous devons mettre dans le budget de 2026. Avec ma collègue Naïma Moutchou, ça reparle du sketch du budget. Un travail très technique, très sérieux, très approfondi pour trouver le bon curseur. Qu'est-ce qui est On en parlera après. Qu'est-ce qui est peut-être parfois trop compliqué? Qu'est-ce qui doit être ajusté? Et je pense que ce sont, comme sur tous les sujets budgétaires, le devoir que nous avons. Le deuxième sujet que vous avez abordé, c'est celui de la vie chère. Je tiens vraiment à saluer le travail que vous menez avec Micheline Jacques. En séance, vous reprenez les travaux la semaine prochaine. Nous avons déjà quelques résultats. Moins 10% sur les prix, grâce notamment à ce protocole qui a été déployé. Nous avons aussi ces décrets, cette circulaire qui ont été pris suite au comité interministériel des Outre-mer du mois de juillet dernier. Avons-nous terminé le travail? Non. Et au fond, quelle est la solution? On le sait, c'est une capacité de production dans les territoires pour des produits qui soient produits là où les gens vivent et qui ne viennent pas de l'autre bout du monde. Et cela, ça veut dire de l'investissement, de la production et donc des outils économiques bien calibrés pour atteindre ces objectifs. C'est ça que nous devons construire ensemble. Et je le redis, c'est à la main du Parlement. Nous avons fait des propositions. Si ce ne sont pas les bons outils, eh bien nous les amenderons et nous les réviserons ensemble. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des Indépendants, République et Territoires. Les Indépendants maintenant. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question s'attache à la situation des exploitants viticoles de Champagne que vous avez pu rencontrer Champagne. à côté, Madame la Ministre, dans l'Aube en juin dernier. J'y associe mon collègue des Indépendants, Cédric Chevalier, sénateur de la Marne. Depuis plus d'un siècle, les exploitations familiales pratiquent le métayage franc. Ce type de bail est une véritable spécificité locale, pilier à la fois économique et patrimonial. Il couvre plus du tiers de nos vignes et participe tant au maintien des petites exploitations qu'à la transmission intergénérationnelle. Pourtant, ce modèle est aujourd'hui menacé par un changement de doctrine de la MSA qui pourrait rendre incompatible perception des revenus du bail à métayage et pension de retraite agricole. La MSA, c'est celle qui s'occupe de la sécurité sociale pour le régime agricole. Le bailleur ne participe ni aux dépenses, ni à la direction et ne fournit aucun travail. Au sens du code rural, il ne peut être qualifié d'exploitant actif et peut donc dès lors cumuler retraite et revenus tirés du bail. Aussi, si cette décision d'incompatibilité venait à s'appliquer, elle remettrait en cause l'équilibre historique bailleur-métayer. Elle déstabiliserait les exploitations familiales, notamment des vignerons indépendants, et elle compliquerait les transmissions. Madame la Ministre, ce modèle est un marqueur identitaire de nos vignobles. Le gouvernement est-il prêt à reconnaître le particularisme du bail à métayage en Champagne et vous engagez-vous fermement à ce que nous sortions au plus vite de cette ambiguïté pour permettre aux retraités actuels et futurs de continuer à en bénéficier? Il est où le je vous remercie? La parole est à la ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, de la souveraineté alimentaire. Elle a fait un bide, la sénatrice. Madame Genevard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, le problème que vous soulevez et que le syndicat général des vignerons de Champagne est déjà venu m'exposer est bien identifié. Je vous cherchais du regard. Il fait depuis quelques semaines déjà l'objet d'un groupe de travail entre mes services
ceux de la mutualité sociale agricole et le syndicat, pour trouver une solution afin de conserver un modèle dont vous avez salué à la fois l'originalité et la patrimonialité, si je puis dire, et qu'il convient c'est pas trop de mon truc, le pouvoir, champagne. prolonger. Je suis plus cidre. Il apparaît que Mais la bon. pratique antérieure de certaines caisses de MSA consistant à ne pas affilier les bailleurs à métayage champenois au motif que ce bail a des particularités en Champagne qui l'assimilent au fermage est en fait contraire au code rural depuis de nombreuses années, à la suite d'une décision de la Cour de cassation de 2008 interprétée localement. Ah, 2008 en plus. Ah oui. Les modalités Ah, il serait temps de se réveiller. l'établissement des règles d'affiliation qui ne remettent pas en cause le modèle champenois, mais qui ne risquent pas non plus d'entraîner des pertes d'assurés pour le régime agricole en permettant la désaffiliation de bailleurs à métayage correctement affiliés sur tout le reste du Oui, territoire. c'est possible qu'elle ait des fiches pour répondre en avance parce que les députés et sénateurs peuvent envoyer leurs questions en avance. Ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent le faire. Et donc, quand vous voulez une réponse précise sur un sujet précis, vous pouvez envoyer la question en avance. Comme ça, tu te prépares ta petite réponse en avance et voilà, tu n'as plus qu'à Les lire. inconvénients doivent être soigneusement pesés. Mais c'est pas obligé. Et souvent, les groupes d'opposition n'envoient pas leurs questions en avance, juste de dire ma question, moi, ce sera pour tel ministre, mais tu ne sauras pas la question. Législative. Je vous remercie. Vanina Paoli-Gagin, vous avez... Dans le contexte international tendu qui se double d'une Caméra. financiarisation et d'une concentration accrue dans le domaine du champagne, nous devons d'autant plus, Madame la Ministre, encourager la préservation du foncier et le renouvellement générationnel. Je vous remercie. Merci. La parole Ça sent un peu est à la notre distorsion collègue de concurrence. Ouais. Jacqueline Eustache-Brignot pour le groupe Les Républicains. Oula, accrochez-vous. Eustache-Brignot, accrochez-vous. Je crois que Hugo l'avait interviewé une fois. Lors du discours de politique générale du Premier ministre, nous nous attendions à entendre les priorités du gouvernement Lecornu II et espérions légitimement qu'elles correspondraient au moins partiellement à celles exprimées largement par Elle prend pas de gants, hein, Eustache-Brignot. Ces priorités qui vous concernent directement, Monsieur le ministre, et je dirais même ces urgences, l'immigration, la sécurité, l'entrisme islamiste. Rien de tout cela n'y figurait. Vos propos depuis une semaine sur les chaînes d'information ne sont pas faits pour rassurer les Français, qui pour 79% d'entre eux estiment que la politique migratoire de la France n'est pas assez sévère et devrait être durcie. Ce matin, vous avez enfin admis que plus de 700 000 personnes étaient en situation irrégulière sur notre territoire. Votre prédécesseur, Bruno Retailleau, pendant 1 an, avait défini une ligne claire en matière de lutte contre l'immigration illégale afin de protéger le flux migratoire que, certes, l'Europe ne J'ai cru qu'il était en état d'AVC, là, Sébastien Lecornu. Employer les bons mots, Monsieur le ministre, Intérieurement est un préalable indispensable et un devoir pour tout homme politique qui veut être entendu et respecté. Et il est trop facile de se réfugier sous le prétexte de ne pas nourrir de polémiques pour masquer la dure réalité. C'est Jacqueline Eustache-Brignot des Républicains. Sur votre feuille de route et sur vos intentions, 2 questions simples, Monsieur le ministre. Remettrez-vous en cause les circulaires, décrets et arrêtés pris par Bruno Retailleau, Je vous demande de vous arrêter. en 1 an que ses prédécesseurs, en prenant à bras-le-corps ces sujets, sans avoir peur de déplaire, sans avoir peur de bousculer. On rappelle que normalement, ils sont censés être amis. Et protéger la France. Comptez-vous poursuivre la politique de fermeté pratiquée en matière d'OQTF, et pas uniquement pour les délinquants, mais également pour toutes celles et tous ceux qui sont rentrés illégalement sur notre territoire en forçant nos frontières, que la France ne peut ni accueillir ni assimiler. Oh la vache, elle a failli déglinguer le micro avec sa réponse. Au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Merci, Monsieur le Président. Bon, ça va être comme tout à l'heure avec les ciotistes. Madame la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot, on se connaît depuis longtemps. Je pense que vous n'avez au fond de vous-même aucun doute sur l'homme de fermeté et d'autorité que je suis. Je pense que vous n'avez aucun doute en réalité. Et je voudrais simplement dire qu'évidemment que je poursuivrai la politique de fermeté qui a été menée par Bruno Retailleau et avant lui par Gérald Darmanin. Évidemment, sur tous les items que vous avez cités. Fantastique. J'espère que vous êtes rassurés dans le chat. Plus de fermeté encore. Oui, nous poursuivrons la lutte contre les filières d'immigration illégale. Oui, nous allons continuer à démanteler des filières. J'espère bien en démanteler encore plus que mes prédécesseurs, sans vouloir leur faire injure.
Oui, nous allons continuer à reconduire de manière forcée les étrangers. Oui, nous allons terminer l'humanité au ministère de l'Intérieur. Plus jamais d'humanité. Je continuerai à mener cette politique en priorisant, comme l'avait demandé Gérald Darmanin en août 2022, évidemment ceux des retraités. Mais on n'est pas obligé d'avoir le contre-champ là sur la République. Et oui, j'appliquerai la loi de janvier 2024 proposée par Gérald Darmanin qui permet pour les étrangers en situation régulière de retirer des titres quand ils causent des troubles à l'ordre public. Et je ne remettrai en cause aucune des mesures circulaires, décrets qui ont été mis en place par le ministre Bruno Retailleau. Aucune. Que les choses soient claires. Après, vous me reprochez certains propos que j'ai pu employer. Pardon, mais chacun se construit avec son histoire personnelle. Moi, j'ai grandi à Bourges, dans les quartiers nord de Bourges, quartier de la Chancellerie, quartier des Gibjons. Je n'ai connu que la diversité, des gens qui respectaient les principes et les valeurs de la République. Je n'ai connu que ça. C'est mon empreinte, c'est ma marque de fabrique. Alors oui, il y a des termes que je bannis. Oui, il y a des termes que je bannis et j'assume de les bannir. Je préfère parler d'intégration que d'assimilation. Pardon, c'est comme ça. Non, mais en quoi... Vous voyez à quel point LR et les ciotistes, c'est la même chose maintenant. Parce qu'on a eu exactement la même question tout à l'heure. Je sais. Et donc la même réponse. Qu'au fond, vous-même, vous le savez parfaitement, puisque ces 18 dernières années, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et donc, je resterai aussi ferme que l'on est. Sur quel sujet, Sibert? Mais j'aurai, comme l'a demandé le Premier ministre, aussi une politique d'humanité. Et l'intégration sera un pan important de ma politique. Merci. La parole est à notre collègue Thierry Cozic pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Allez, le retour des socialistes. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Comptes publics, alors que l'examen du budget a enfin commencé, une fois n'est pas coutume, le compte n'y est pas. Le texte présenté ne trahit que trop bien l'énergie considérable que vous déployez pour ne pas voir l'éléphant dans la pièce. Alors qu'un effort démesuré est demandé à nos concitoyens pour pallier 8 ans d'incurie budgétaire macroniste, rien ou presque n'est instauré pour mettre à contribution les plus aisés de ce pays, pourtant si épargnés. Le maintien de la CDHR est une timide première mesure, mais comme il ne touche pas les patrimoines, cette taxe loupe opportunément sa cible. La création d'une nouvelle taxe de 2% sur le patrimoine des holdings ne trompe personne. Tous les trous possibles et inimaginables ont été insérés dans la raquette afin de la rendre inopérante. J'ai bien pris acte qu'à ce stade, à l'Assemblée, la donne a changé par rapport à l'année dernière. Désormais, l'extrême droite, tout affairée à séduire les milieux d'affaires, n'a que faire de sacrifier sur l'autel de ceux qu'elle prétend défendre les rares dispositions sociales que pourtant son électorat appelle de ses vœux. Avec une telle trahison, exit les irritants sur l'économie. Nos collègues républicains n'en demandaient pas tant. Néanmoins, ce renoncement ouvre opportunément le champ d'une union des droites. De M. Karoutchi à M. Bellamy, en passant par M. Retailleau, tous se sont faits de plus en plus sonores pour enfin franchir le Rubicon. Car disons-le franchement, l'abandon des dernières dispositions fiscales de l'extrême droite pourrait bien libérer les appétits d'union. De Gaulle partout, gaullisme nulle part. Madame la ministre, loin de ces politiciens, les 86% de Français qui appellent de leur vœu une réelle taxation des plus aisés exigent des engagements forts en la matière. C'est une question de cohésion sociale. Concrètement, quelles mesures comptez-vous prendre afin de rétablir un minimum de justice fiscale que 8 ans de macronisme ont mis à mal? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Action des Comptes publics, Madame de Montchalin. Merci, Monsieur le Président. Je crois que dans notre pays, depuis que la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen existent, il y a un principe, c'est que chacun doit payer selon ses moyens. Et que chacun paye selon ses moyens, je crois qu'en France... Et que chacun cotise en fonction de ses moyens. Puisque je vois T'as oublié une partie du propos, Amélie. L'écart entre les 10% les plus modestes et les plus riches est de 1 à 18, et qu'après impôts et fonctionnement de nos services publics... on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Ça, c'est la réalité de la redistribution d'aujourd'hui. Ensuite, le Premier ministre l'a dit. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand t'es pas foutu de citer les deux parties du système redistributif. Nous voulons corriger des dispositifs. Nous sommes tout à fait ouverts à le faire. Mais avec deux limites. La première limite, il faut que ce soit efficace. Si c'est symbolique, confiscatoire, que ça n'aboutit à aucun rendement et plutôt à un départ de ceux qui font notre pays, nos entrepreneurs... Ça a quel impact les condamnations de la CEDH? La deuxième limite, le Premier ministre vient de le dire.
c'est l'outil professionnel. Nous ne pouvons pas, alors que nous cherchons à réduire le déficit, imaginer que nous pourrions le faire d'ici à 2029 si nous avons moins d'entreprises, moins d'investissements, moins d'emplois, moins d'initiatives. Vous l'avez vu, en commission des finances à l'Assemblée, il y a beaucoup de propositions. Et le gouvernement, je le redis, n'a pas de majorité absolue. Ah mais c'est fantastique tout ça. Le consensus va se bâtir en séance, à l'Assemblée, puis ici, dans les débats que nous aurons, puis en commission mixte paritaire, qui sera conclusive ou pas conclusive, puis les débats reprendront. Nous connaissons les règles du jeu. Mais je crois que la boussole que nous devons avoir, c'est le pacte républicain. Comment nous avons effectivement de la justice dans l'effort, mais comment nous ne mettons pas à mal notre économie. Et puis je terminerai. Il y a un autre élément clé dans le pacte républicain. C'est la lutte contre la fraude. Et je voudrais rappeler qu'en même temps que le PLF et PLFSS a été déposé le même jour, un projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et sociale, qui sera, je crois, très vite d'ailleurs débattu ici, Monsieur le Président, si l'agenda le permet, parce que la fraude, elle touche tous les secteurs, tous les services publics, et c'est une entrave, est une tâche, je crois, dans ce que la République doit à ses concitoyens. Putain, quand tu poses la question au président et que la réponse du président c'est « faut conclure », putain, tu sens que ton projet de loi il part pas gagnant. Merci. Les Républicains. Le Président, Madame la Ministre de la Culture. Rachida Dati. Le Louvre, le plus grand musée du monde, a été cambriolé ce week-end. Les Français sont meurtris, sidérés, indignés. Meurtris de voir disparaître ces joyaux de la couronne, trésors de notre culture, splendeur de notre mémoire, témoins précieux de notre histoire commune. Sidérés que ce vol ait pu se produire au cœur de Paris, en pleine journée, en quelques minutes, et à proximité d'autres grandes institutions publiques et de la préfecture de police. Indignés enfin d'assister au concours de la défausse et de la déresponsabilisation. Ce ne serait la faute de personne. Je salue d'ailleurs l'enquête administrative que vous avez diligentée. La maire de Paris, quant à elle, s'est contentée d'un post désinvolte, un post sur Instagram, sans aucune émotion perceptible et sans assumer la moindre responsabilité concernant la sécurisation du centre de la capitale. De quoi, Stéphane? Le Louvre? C'est pourtant ce qui nous lie les uns aux autres et nous relie à ceux qui nous ont précédés. C'est ce qui nous rend fiers. C'est ce qui fait que la France est la France, un grand pays, une grande histoire, une grande culture. Alors, Madame la Ministre, ma question est double. D'abord, celle de la responsabilité. On ne peut donner aux Français l'impression que personne n'est responsable de la protection des œuvres et, dans le cas précis, de la sécurité du Louvre. Deuxième question, quelles leçons tirez-vous et quelles sont les mesures que vous envisagez pour assurer la protection de notre patrimoine de Paris comme partout en France? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Allez, on est reparti pour un peu de Dati. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, Madame la sénatrice Agnès Evren, vous avez raison de rappeler l'émotion et la sidération des Français. Non, elle ne revient pas ce après. vol spectaculaire. Mais je le redis, comme je l'ai dit au Président Lafont tout à l'heure, les systèmes, les dispositifs de sécurité internes au Louvre ont fonctionné. C'est une réalité et je refuse qu'on mette en cause des agents engagés pour la sécurité du Louvre. Alors, devons-nous améliorer les dispositifs? Vous avez raison, oui. C'est tout le sens, notamment de l'enquête administrative. Ça sera aussi le sens des auditions diligentées par le président Lafont. C'est le sens aussi de la mission confiée au député Patrick Létus et l'instruction que nous avons co-signée avec mon collègue Laurent Nunez auprès des préfets et des présidents et des dirigeants d'établissements culturels. Mais vous avez raison aussi, Madame la sénatrice, de souligner, et c'est derrière moi que ça se passe, l'irresponsabilité de certains élus de Paris dans leur refus de sécuriser Paris. Ils refusent de sécuriser Je le sentais venir. les sites sensibles par le déploiement de la... Oh, c'est plus une balle perdue, c'est un missile nucléaire perdu, là. N'est-ce pas, ensemble, Madame Evren? Parce qu'ils oublient une chose, parce que la gauche oublie une chose. À Paris, Madame Hidalgo, Monsieur Brossat et Monsieur Grégoire ont oublié le vol spectaculaire
du musée parisien d'art moderne avec un butin de 100 millions d'euros qui n'a jamais été retrouvé. Aucune conséquence ni mesure n'a été prise depuis. Et donc, évidemment, je vous remercie aussi des propositions que vous m'avez faites s'agissant de la culture et je vous remercie de votre engagement comme ancienne notamment vice-présidente de la plus grande région d'Europe, l'Île-de-France, en charge de la culture. Je vous remercie. En même temps, c'est une compétence partagée avec le ministère, donc toi aussi, Rachida, il faut que tu fasses des annonces. Hein. La parole est de notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. L'Union centriste. Monsieur le Président, nous revenons au calme de l'agriculture française. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. J'y associe mes collègues Nathalie Goulet et Sylvie Vermeillet, ainsi que l'ensemble des membres de mon groupe. La France a récemment été touchée par une épisodie de dermatose nodulaire contagieuse, maladie virale qui ne se transmet qu'entre bovins. Alors on en parlait tout à l'heure. Savoyards et Savoyards avaient été contenus, une résurgence de l'épisodie est survenue il y a quelques jours, avec l'apparition de nouveaux cas, notamment dans le Jura, dans l'Ain, en Franche-Comté et également en Occitanie. Face à cette situation, vous avez décidé, Madame la Ministre, le 17 octobre dernier, de prendre plusieurs mesures applicables pour les 15 prochains jours afin de limiter la propagation du virus. Sont donc interdits tout rassemblement festif de bovins, ainsi que toutes sortes de bovins du territoire métropolitain. Rassemblement festif de bovins. Nous saluons ces mesures. Toutefois, qu'est-ce que c'est que cette histoire des éleveurs. D'où les vaches elles font la fête. Des exportations qui risquent d'entraîner une diminution des prix de vente n'est pas sans conséquences je m'y attendais pas à celle-là. Psychologiques pour les petites exploitations. Il en est de même pour les éleveurs dont les cheptels sont... Ah, les foires agricoles, ah oui. Madame la ministre. Ah, d'accord. Envisagez-vous la mise en place d'enquêtes approfondies pour expliquer les derniers cas signalés. Quel dispositif d'accompagnement sanitaire et financier? Ah ouais, non, moi je pensais que le samedi soir, les vaches, elles faisaient la bamboche. Enfin, au regard des mesures prises et des études épidémiologiques... La fièvre du samedi soir, la fièvre bovine. Pouvons-nous espérer sortir de cette crise sanitaire? Danser avec une vache, ça se fait, mais si elle te marche sur le pied, tu vas le sentir. Ouais. Ainsi réouvrir nos exportations. Je vous remercie. Ouais, il y a des questions qui se répètent un peu. Ouais. L'agriculture, Madame Annie Genevard. Le retour d'Annie. Annie Ariouaki. Ah, un problème de suspension. Monsieur le sénateur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Je voudrais tout d'abord vous dire qu'aujourd'hui, 22 octobre, nous nous réjouissons de la levée de la zone réglementée dans les Savoies, ce qui est la démonstration de l'efficacité de la stratégie que nous avons mise en œuvre, dans un délai absolument record qui est salué et souligné par tous. Vous abordez les mesures que je me suis vue contrainte de prendre samedi dernier, il y a quelques jours. En effet, plusieurs cas de dermatose sont apparus dans des zones indépendantes. Comment ça? Ah oui, elle est plus LR, c'est ça que tu veux dire? Auprès de nos partenaires européens avec lesquels nous commerçons. Et nous devons continuer de commercer. Et pour cela, il faut maintenir la confiance, c'est fondamental. Or, nous avons, par ces mesures très sévères, j'en conviens et je comprends les difficultés dans lesquelles se trouvent nos éleveurs au moment où ils exportent. Ils exportent les broutards, les petits veaux en Espagne, en Italie, dans les pays tiers. Donc je mesure toutes leurs difficultés. Mais en même temps, si je n'avais pas pris ces mesures très fortes, eh bien, le risque était que nos partenaires européens ne prennent des dispositions qui eussent été encore plus contraignantes et qui auraient conduit éventuellement à la clôture totale et pour une durée indéterminée de l'ensemble du marché français à l'export. C'est pour prévenir cela, pour conjurer, pour rester maître de notre destin, que j'ai souhaité prendre ces mesures qui n'auront qu'une durée tout à fait temporaire, puisque normalement, si tout va bien, elles seront levées début novembre. Et je veux remercier Monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que ce week-end et toute la semaine et le week-end prochain, nous menons des contrôles, des points de contrôle très stricts, parce que l'indiscipline de quelques-uns compromet les efforts collectifs de tous. Et ça, je veux le redire très clairement. Monsieur le sénateur, nous vaincrons la dermatose, nous l'éradiquerons. Par rapport à ce que vous disiez, ça fait du sens par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Mais ça suppose que chacun s'astreigne aux règles collectives. Je vous remercie. Voilà, s'il y a des règles, c'est pour tout le monde. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de vos propos. Je crois qu'il faut être rigoureux, extrêmement rigoureux dans cette crise, car l'Europe nous regarde et on risque l'avenir de notre élevage national.
Donc il faut, je pense également, dans le cadre des mesures de contrôle que vous effectuerez ce week-end, traquer les fautifs, parce que quelques fautifs peuvent mettre en cause toute une filière et durablement une filière. Donc je vous remercie de votre engagement et soyons rigoureux ensemble. La parole est à notre collègue Bruno Belin pour le groupe Les Républicains. Les Républicains à nouveau. Et on va parler territoire. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le 1 pour 2, ça suffit. Ce sont les propos même de Michel Fournier, nouveau ministre de la Ruralité, concernant, et qu'il ne cesse de dénoncer, la disparité, l'inéquité, le décalage, l'injustice dans l'octroi de la dotation globale de fonctionnement entre communes rurales et communes urbaines. Et vous le savez, mes chers collègues, ça peut être un coefficient 2. Les communes urbaines touchent 2 fois plus au prorata de leur nombre d'habitants que les communes rurales. Michel Fournier l'a encore dénoncé il y a quelques jours, il y a 3 semaines à Poitiers, lors du congrès national il est LR, des maires ruraux de France, où nous l'avons eu plaisir au Futuroscope avec Marie-Jeanne Bellamy et Cyril Sibert. Et je me rappelle le doigt pointé vers notre préfet Serge Boulanger, il faut revoir tout ça. On est d'accord. Et d'ailleurs, niveau storytelling, le travail qui est en train de mener Stéphane on est à le pagaie. Le Riquet sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir 88% des communes rurales qui s'estiment sous-évaluées. Ça fonctionne, oui. Sous-considérées, sous-estimées par rapport aux 12% des communes urbaines. Et donc, dans le contexte budgétaire qu'on connaît, ma question évidemment à Michel Fournier, avec son expérience et son savoir sur les communes rurales, j'attends de lui de connaître dans le prochain PLF quelles mesures il va proposer, quels correctifs il compte envisager pour réduire l'écart dans la dotation, dans l'attribution de la dotation de la globale de fonctionnement entre communes rurales et communes urbaines. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Gatel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Belin, je connais votre intelligence, je connais votre habileté. Ah, ça y est, ça brosse dans le sens du poil. Je connais très bien votre département, la Vienne, où j'ai eu le plaisir de me rendre à 2 reprises. La Vienne, c'est Limoges, je crois. Vous prenez une question et vous la traitez de manière non, c'est la Haute-Vienne. Je n'ai pas dit partielle. L'accompagnement de la ruralité, c'est un ensemble de choses, dont la DGF. Chacun dotation globale de fonctionnement. Reconnaître la vérité de ce que vous dites, à savoir ce que l'État donne aux communes pour fonctionner. De la dotation urbaine, de solidarité urbaine et de la dotation pour les communes rurales. C'est un fait. Mais nous ne cessons de rétrécir l'écart. Et je me souviens de mon passé oui, en diminuant la DGF. Où ici, je n'ai pas changé d'avis. Nous avons considéré qu'en matière de ressources fiscales des collectivités, nous avons tout bougé pour que rien ne change. Et que donc, aujourd'hui, nous avons... C'est moi ou elle vient de faire un aveu, là ? Modifié, nous devons tous ensemble, courageusement, entreprendre une réforme de cette dotation. Et je voudrais, au nom du Premier ministre et de Michel Fournier, vous dire le regard que nous avons sur la ruralité. La ruralité doit être traitée dans notre pays à la hauteur de sa valeur pour notre pays, et elle est grande. Et monsieur le sénateur, pour compléter ce que vous connaissez très bien, je voudrais parler des efforts du gouvernement depuis plusieurs années en faveur de la ruralité. Nous avons soutenu fortement cette solidarité territoriale. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc, pour ne pas répondre à la question précisément, vous esquivez le sujet comme elle fait. La DGF ces 3 dernières années, et la dotation de solidarité rurale va progresser de 150 millions d'euros dans le budget que nous proposons. Le gouvernement va maintenir, il a maintenu dans le projet dont vous débattrez, la DETR au niveau d'1 milliard d'euros. Enfin, faut conclure là. Les aménités rurales, c'est-à-dire la considération de ce que la ruralité nous apporte. Et cher sénateur Belin, je vous rappelle ce que vous connaissez parfaitement, créé en 2023 à hauteur de... Il faut conclure, parce que je suis dans une tendresse particulière pour la ruralité, voilà. Et vous avez dépassé votre temps. C'est une hauteur de 110 millions. Un aveu de Gérard Larcher. Président, je terminerai en saluant l'attention du gouvernement pour la commune de Mont-sur-Gaine, puisque vous faites partie des villages d'avenir et vous bénéficiez d'une maison France Service. C'est quoi ce rabais là-haut? Merci, Monsieur le Président. Je vais rester dans cette tendresse pour la ruralité. Merci, Madame la ministre Gatel, pour votre engagement pour la ruralité. Je ne vais pas vous contredire.
On pourrait revenir aussi des années avant sur la baisse de la DGF, mais on a un Premier ministre qui est aussi issu du territoire rural, donc on espère que l'avenir sera meilleur pour ces territoires-là. Attends, pour lui, Évreux, c'est un territoire rural? Pour les villes, on ne le nie pas, mais il y a aussi des coûts de sous-densité pour la campagne. La voirie, les bâtiments scolaires que l'État nous rend vides et qui sont à charge des élus locaux. Et donc, voilà, la ruralité est un espace et doit rester une espérance. J'aime bien la gestion du temps de parole au doigt mouillé. Pour le groupe socialiste, Oui, écologiste merci, et Monsieur le républicain. Président. Bah, 2 secondes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Elle est bien et des pressée. Finances. Sur tous les bancs de cette Assemblée, nous avons déjà, et à plusieurs reprises, interpellé vos prédécesseurs sur la désorganisation profonde de la collecte de la taxe d'aménagement, à tel point que les recettes au niveau national chutent de 40% pour la seule part départementale. En juin dernier, un rapport parlementaire pointait les dysfonctionnements de la collecte qui percutent notamment les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAUE. Ces structures qui remplissent des missions d'ingénierie Bon, on va être sur une question très technique et donc sur une réponse aussi très les technique. entreprises et les particuliers. À ce titre, et au regard de nos enjeux d'adaptation, déstabiliser une offre gratuite et qualifiée d'ingénierie au service des territoires est totalement inconséquent. D'ores et déjà, nombre de CAUE en veut une partie de leurs effectifs licenciés, quand d'autres sont en liquidation judiciaire, comme c'est le cas dans le département de la Manche. C'est à côté de chez moi, ça. C'est aussi toutes les politiques départementales. Coucou les Manchoises et les Manchois. Universités qui sont menacées. Big up à Sans vous. parler des ressources des communes que l'on vient encore appauvrir. Après 8 ans de contraction budgétaire pour les collectivités, nous n'avions pas besoin d'une nouvelle catastrophe pour nos finances locales. On parle ici de 1,5 milliard d'euros de taxes non collectées. Ce n'est donc pas rien. Aussi, Monsieur le ministre, il n'est pas possible qu'une telle situation perdure. Donc, quelles mesures immédiates comptez-vous prendre? Pouvez-vous vous engager avant la fin de cette année à renforcer Le Cotentin, c'est une partie de la Manche. Là, tu discrimines une autre partie de la Manche. Tu discrimines la moitié du territoire. Mettre en place un système de compensation ou d'avance financière au bénéfice des collectivités, au premier rang desquelles les départements. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Action et des Comptes publics. Alors, où qu'il est parti le pognon? Président, Madame la sénatrice, la situation que vous décrivez est pour moi une source de très grande préoccupation, puisque la situation, vous l'avez dite, est très différente de ce que les élus attendaient. 4 raisons à cela. Et puis 1,5 milliard. Déjà, la diminution des constructions, des mises en chantier, il faut qu'on reconnaisse cette réalité. Moins 31% de permis de construire entre 2022 et 2024. La deuxième réalité, c'est que comme nous avons changé la date d'exigibilité de la taxe pour la mettre à la fin des travaux plutôt qu'au début, évidemment, il y a un délai et nous sommes dans ce creux, des travaux commencés moins nombreux et qui de toute façon ne verront de taxe qu'à la fin. Troisième élément, des contribuables, vous l'avez dit, qui parfois ne sont pas au courant de ce changement et qui sont dans une forme de retard de déclaration. Et puis quatrième élément, je dois le reconnaître devant vous, c'est que le changement et le passage des DDT à la DGFiP fait qu'aujourd'hui nous avons encore des dossiers qui sont encore à traiter dans la DDT et nous avons un processus à la DGFiP dont j'ai demandé au service qu'il soit revu pour qu'il soit simplifié, clarifié et qu'il fonctionne de manière plus automatique. Il y a un élément juste à partager avec vous, c'est qu'un certain nombre de dispositions sont quand même des progrès. C'est que jusqu'en 2022, nous avions quand même un système un peu ubuesque où un quart des sommes qui étaient versées étaient en fait après remboursées. Donc nous avons mis fin à cela, mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, la directrice générale des finances publiques a encore eu des échanges la semaine dernière avec l'Association des maires de France et de très nombreux élus pour que nous puissions faire dans chaque territoire d'abord la transparence sur les dossiers en retard, les dossiers à recouvrer, que nous identifions également les contribuables qui sont en retard de déclaration et que nous établissions surtout un processus qui, dans les temps à venir, soit beaucoup plus fiable et qui donne de la visibilité aux élus. C'est un, je crois, objectif partagé et vous pourrez compter sur ma détermination. Merci. Elle est déterminée. Respect du temps. Madame Gérard. Sénatrice Else Joseph pour le groupe Les Républicains. Ah non, pardonnez-moi. Nicole Bonnefoy.
Ah oui, bah oui. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Eh mais... Merci, Monsieur le Président. On connaît bien sûr les raisons, on les partage avec vous, y compris le diagnostic, Madame la Ministre. D'ailleurs, il y a cette 3 gestion de la commissions du parole, Sénat, quoi. dont la Commission des Finances. La rentrée est dure hein, pour Gérard. Saisi du sujet, mais maintenant l'heure est au bon remède à prescrire. Il y a vraiment urgence pour préserver cette ingénierie locale indispensable à nos territoires et urgence locale. Donc je compte sur vous, Madame la Ministre, pour trouver des solutions très rapides. Voilà, c'est pour ça que je veux me présenter au sénatorial de 2026. Pardonnez-moi. Parce que je veux faire respecter le temps de parole. Rien que le temps de parole et juste le temps de parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Au milieu de la Else Joseph, des Républicains. Les Ardennes ont eu le malheur de subir un feuilleton estival qui n'a toujours pas de dénouement à ce jour. Confrontés au problème des PFAS, ces polluants chimiques dits éternels, et dans ce contexte de directive européenne qui s'impose à nous dès janvier 2026, plus de 13 de nos communes ont été obligées de restreindre la distribution en eau potable aux habitants. Ces derniers, qui continuent à payer leurs factures en eau, ont recours à de l'eau en bouteille. Cela coûte aux communes. Le climat est devenu anxiogène, avec des prises de sang qui ont révélé des taux anormalement élevés en PFAS. Oh là là. Les maires sont déboussolés et les habitants désemparés. On redoute un scandale judiciaire et sanitaire. Je veux saluer cependant l'action de mon nouveau préfet qui a pris les mesures qui s'imposaient en interdisant tous les épandages, protégeant ainsi les captages. L'origine d'une partie de la pollution, on la connaît. Une papeterie voisine dans le département de la Meuse et des épandages de boue pendant plus de 20 ans. Ceci doit être clarifié et la justice est sollicitée. Des solutions existent techniquement, c'est long, c'est coûteux, c'est complexe, car on n'a pas de recul sur le sujet et cela demande surtout de la souplesse administrative et un cadre juridique adapté. Je vous demande ainsi de pouvoir déroger au taux maximal habituel des subventions prévues à 80% et la possibilité de pouvoir solliciter et de cumuler toutes les aides publiques. Et quid des redevances de performance en eau potable auxquelles elles sont désormais tenues? Doivent-elles les payer? Un dialogue doit être renforcé avec tous les acteurs qui agissent dans le domaine de l'eau. La solution est avant tout celle de l'intelligence territoriale. Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour accompagner ces communes à sortir de cette crise et leur permettre de disposer de l'eau potable dans les délais les plus brefs et les aider à surmonter ce mur administratif d'autorisation multiples et des restes à charge considérables? Impossible n'est pas français ni ardennais, on l'a déjà prouvé. Nous pouvons, nous devons le faire pour l'accès à l'eau potable de nos habitants et pas que dans les Ardennes. Il y a urgence dans les Ardennes, il y a urgence pour le pays. Vous répondre, la parole est 2 minutes pile. De la transition écologique, voilà. de la biodiversité. Une question simple, précise, voilà. Internationale sur le climat, Madame la Ministre. Ça, c'est de la belle question. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Pardon. C'est par là. Madame la sénatrice. Cherchez. Quand vous ne savez pas, cherchez à droite. La situation de 13 communes des Ardennes qui sont confrontées, il est vrai, à une pollution de l'eau potable par les PFAS. C'est qui ce ministre? Et à des restrictions d'usage. Je connais pas ce Pokémon. Cette situation suscite des craintes légitimes. Elle est nouvelle? Ah, mais c'est Barbu. Madame Barbu. À l'échelle nationale, un plan interministériel a été lancé en mars dernier. En plus, c'est écrit sur mon dérouleur. La réduction de notre Monique Barbu, bah oui. Et le traitement de la contamination. Concernant le premier objectif, l'ANSES a publié dans le micro, Monique. Un premier état des lieux. C'est elle, ouais. Contamination par les PFAS dans tous les milieux. Dans le micro. Cela va nous permettre de savoir on est bien d'accord. Agir et agir vite. S'agissant des 2 autres objectifs, on dirait le nom d'un micro-parti macroniste. Agir vite. Des obligations fortes de diminution des rejets aux sites industriels. Par ailleurs, suite à la loi de Nicolas Thierry, nous fixons aussi des restrictions pour certains usages. D'ici 2028, les rejets devraient avoir diminué de 70%. Cette même loi crée aussi une redevance spécifique. Oui, c'est bien elle, oui. Fondée sur le principe du payeur-pollueur. C'est marqué sur mon dérouleur. Pollueur-payeur, c'est mieux d'ailleurs. Et les industriels contribueront désormais directement au coût de dépollution au bénéfice des collectivités. Dans les Ardennes, un comité de suivi et de gestion a été mis en place. Les communes concernées doivent nous présenter un plan d'action qui permettra de rendre de nouveau l'eau conforme aux normes en vigueur dans les meilleurs délais.
Il y avait 2 députés comme ça à l'Assemblée nationale. Ouais. Merci Hugo pour ça. Cette situation entraîne pour les communes concernées. C'est pourquoi nous avons diligenté une mission d'inspection sur le financement de la dépollution des eaux destinée à la consommation humaine qui doit nous faire des propositions dans les 3 mois à venir. C'est fini. Madame la sénatrice, non, c'est fini. Soyez assurée que nous sommes pleinement mobilisés à vos côtés et que nous trouverons une solution à cette question. Merci. Ah, il va faire une observation, La parole attention. est à notre collègue Daniel Fargeot pour le groupe de l'Union centriste. Et ce sera notre dernière question pour aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de faire une prédiction sur le dépassement du temps de parole. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Comptes publics. Alors oui, il y a eu aussi ministre et c'était pas lui, oui. À l'œil nu, des fractures qu'on ne mesure pas en euros, mais en perte de confiance entre l'État et les territoires, entre l'État et les élus locaux. Depuis 2 ans, la réforme de la taxe d'aménagement tourne au fiasco et cette question est transpartisane. Preuve en est, il y a quelques minutes. 1,5 milliard d'euros au bas mot non collectés en 2024-2025 par la DGFiP. Conséquence, des communes fragilisées, des départements qui compensent comme ils peuvent et des CAE asphyxiés. Cette taxe finance pourtant l'aménagement local, les équipements publics et la préservation des ESS. Moi, j'ai pas un nom de ministre. C'est la juste contrepartie donc ça risque pas d'arriver. Aux collectivités, bonnes élèves, ces moines soldats de la République qui rendent possible la création de logements. Pendant que le gouvernement cherche des milliards dans le PLF et appelle de nouveaux efforts aux collectivités, il laisse filer les milliards qui lui appartiennent déjà. Madame la ministre, la rigueur commence par l'exemple. Comment parler de responsabilité budgétaire et exiger toujours davantage aux collectivités quand Bercy laisse échapper 1,5 milliard, quand Bercy déséquilibre leur budget? L'érosion budgétaire devient une érosion républicaine, celle du lien de confiance qui se distend. La République ne s'administre pas depuis une tour de contrôle, elle se construit au quotidien avec les élus. Mais là, l'État central regarde ailleurs. Madame la ministre, dans quel calendrier précis la DGFiP compte-t-elle résorber ce retard? Comment comptez-vous faire pour que les collectivités n'écopent pas de la double peine, à savoir la panne et la pénalité? Tous, ici, nous connaissons le sens de la réforme. Nous avons déjà signalé de nombreux cas concrets et trop souvent la réponse fut la même, circuler, il n'y a rien à voir. Donc de grâce, épargnez-nous les principes, éclairez-nous sur les solutions. Madame la ministre. Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Pour la dernière réponse. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, les solutions, c'est bien cela qu'il nous faut construire très efficacement. La première solution, c'est qu'il faut que dans chaque commune, nous puissions faire que les travaux terminés soient déclarés. Et ça se fait au plus près, ça se fait avec ceux qui connaissent les permis de construire. Nous, on est entre 70 et 140 milliards. C'est le début du processus. La deuxième solution, c'est que nous devons traiter, et je parle ici de semaines ou de mois, le stock de dossiers de taxes d'aménagement qui sont encore dans les DDT et qui ne sont donc pas de la responsabilité de la DGFiP, mais qui datent parfois des années 2018, 19 et 20, donc qui ont beaucoup de retard. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est de soutenir et d'accompagner la reprise de la construction. Ça, malheureusement, ce n'est ni vraiment de la décision des maires, et ça ne se décrète pas par le gouvernement. Nous le savons, une partie du ralentissement des permis de construire et des mises en chantier a été causée par la hausse des taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt ont baissé. Aujourd'hui, nous voyons une reprise des permis de construire et des mises en chantier, mais cela prend du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que la taxe d'aménagement, telle que nous l'avions prévue, a été divisée par mais le but d'un politique, c'est pas de régler des problèmes, c'est de créer des problèmes. De la dynamique de construction. Et puis la quatrième solution, je vous le dis, monsieur le sénateur, il faut que nous mettions en place un système beaucoup plus simple. Aujourd'hui, entre la mairie, le service qui s'occupe de l'urbanisme, parfois qui n'est pas dans la mairie, qui peut se trouver dans la communauté de communes ou dans la communauté d'agglomération, le citoyen et la DGFiP, le circuit, je dois vous le dire, je l'ai regardé de très près, ne me semble pas complètement compréhensible, ni par ceux qui doivent le comprendre, les maires, ni par ceux qui doivent l'opérer, la DGFiP. Donc, je suis une femme pragmatique, vous êtes des sénateurs engagés, les maires veulent que ça fonctionne, nous allons donc y arriver, mais je tiens à dire sur ce point, comme sur tous les autres, nous avons besoin de travailler ensemble, nous nous faisons confiance. Bon, les éléments de langage. Et il n'y a pas d'un côté l'État central qui ralentit et les maires qui avancent, c'est ensemble que nous avancerons. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Notre séance est
achevée. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h35 pour la suite de l'examen de la proposition de loi visant à encourager et à faciliter, à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local. Je rappelle aux membres de la conférence des présidents qu'ils se réunissent maintenant. La séance est donc suspendue. J'ai l'impression qu'il y a une petite urgence du côté du Sénat, puisque la conférence des présidents est convoquée là dans la foulée. En général, la réunion est prévue assez en avance, surtout au Sénat. Donc là, on a entendu plusieurs fois les mots de Gérard Larcher, qui disait faut que je vois ça, faut que je suspende et tout. J'ai l'impression qu'il y a une petite urgence à gérer au Sénat. On se demande bien ce dont il s'agit. Mais voilà, en attendant, pour nous, les questions d'actualité au gouvernement sont terminées pour aujourd'hui, tant du côté de l'Assemblée nationale que du Sénat. Quelques redites avec celle de l'Assemblée nationale, mais c'est normal parce que l'Assemblée nationale, elle a 2 jours et le Sénat n'a qu'une après-midi pour poser ces questions. Donc c'est normal qu'il y ait des questions qui se répètent, mais beaucoup de territoires. Pas mal d'éléments budgétaires quand même. Là, cette fois, c'est beaucoup Amélie de Montchalin qui a eu la parole pour s'exprimer. Mais voilà, donc un gouvernement qui est accusé par le Sénat presque de naviguer à vue, et vraiment, on voit à quel point ils sont mal reçus au Sénat. Parce qu'au Sénat, c'est beaucoup plus feutré, c'est beaucoup plus consensuel que ça. Quand vous regardez d'autres QAG qu'on a fait sur la chaîne, même quand c'était avec Bayrou, c'était beaucoup plus consensuel que ça. Là, il y a vraiment une hostilité du Sénat vis-à-vis du gouvernement Lecornu qui est vraiment, mais que je n'ai jamais vu. En général, le gouvernement est soit du bord politique du Sénat, auquel cas tout se passe bien, soit du bord opposé du Sénat, auquel cas le Sénat devient une chambre d'opposition. Or là, nous sommes dans une situation où la majorité sénatoriale fait partie des rangs gouvernementaux. Or, ils se font la guerre. On est dans une situation où on repousse encore une fois ce qui est ubuesque pour la composition du pouvoir politique en France. Et j'ai l'impression que c'est pas encore pour demain que ça va s'arrêter. On aura l'occasion de suivre ça jusqu'à ce qu'une potentielle motion de censure soit finalement adoptée. Voilà, j'ai l'impression qu'on est parti pour avoir un Sénat dans un climat beaucoup plus énervé que ce qu'on a d'habitude, un Gérard Larcher beaucoup plus énervé aussi que ce qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est la 2e fois depuis moi que je regarde les QAG du Sénat, c'est-à-dire depuis 2022, que ils sont beaucoup plus ZF. Effectivement, le Sénat est sacrément ZF aujourd'hui et c'est pas prêt de s'arrêter. YouTube, si tu es encore là, merci à toi d'avoir regardé cette VOD sur les QAG du Sénat. J'espère que cette rentrée sénatoriale t'aura plu. Et si tu veux me soutenir et m'encourager dans mon travail, n'hésite pas à liker cette VOD et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles QAG, à moins qu'il y ait une dissolution, un renversement du gouvernement ou quoi que ce soit. Normalement, on se retrouve semaine prochaine pour les QAG. Et puis bien sûr d'autres streams entre-temps. Mais pour les QAG, rendez-vous semaine prochaine. Des bisous YouTube.